Salut les zombies! Aujourd'hui, encore une émission exceptionnelle. Mais avant, on m'a dérangé pour vous lire un petit communiqué que je vais faire tout de suite. C'est juste pour vous signaler que l'émission aujourd'hui est présentée en partenariat avec la microbrasserie Les Bières Philosophales de Mirabel. Là où il faut aller boire un coup, c'est inratable, ils sont parfaits. C'est présenté aussi avec les films fanatiques du marché aux puces, local 240, juste à 5 minutes du métro. Vous pouvez pas vous manquer. Eux, c'est pour la vente, l'achat, l'échange de films en tout genre. Allez-y, ils sont vraiment sympas, vous trouverez tout ce que vous voulez. Et c'est présenté aussi par Horreur Fanatique, une boutique quasiment au même endroit, c'est juste en face, à 5 minutes du métro, marché aux puces Saint-Michel. Eux, il y a plein d'objets en tout genre, vous allez vous régaler, mais ils font aussi un encan le samedi soir, en fait, tous les samedis soirs, de 18h à 23h sur leur site internet horreurfanatique.ca. Parfait, faut y aller. Allez, maintenant, on va regarder l'émission tous ensemble. C'est parti. Salut tout le monde et re-bienvenue à Sur la route de l'horreur, le podcast, whatever, on sait plus comment l'appeler maintenant. Comment ça va, messieurs? Ça va. Hey, c'est drôle, hein, parce que moi, j'ai vu la bande-annonce, je sais pas combien de fois, comme 20 fois, tu sais. Je joue dedans, puis juste en regardant la bande-annonce, j'ai moi-même hâte de voir l'émission. J'espère que c'est faire pour tout le monde. Ça te fait même pousser les cheveux, c'est malade. Salut les zombies! Mais de quelle émission vous parlez? Je comprends pas. C'est quoi cette émission? Ok, le Zomblard qui est toujours sous l'influence de l'alcool. Je pense que le Zomblard, il boit trop de bière philosophale. Oui. Cette semaine, notre invité est monsieur Jonathan. Et là, je vais massacrer son nom de famille parce que hors d'onde, j'ai oublié d'y demander comment le prononcer. Je tente ma chance. Jonathan Lennertz. Et il va nous dire d'environ 8 minutes si j'ai massacré son nom ou pas, avec mon accent québécois. Donc, Jonathan Lennertz, qui fait partie de l'équipe du Bruxelles International Fantastic Film Festival, le BIF. Je dirais que est-ce que c'est l'équivalent de Fantasia? En fait, Fantasia et le BIF, je crois qu'ils sont très amis. Le BIF existe depuis plus longtemps que Fantasia. Et j'ai eu la chance d'y aller une fois, il y a quelques années. On en parlera plus tard, mais avant, parlons de notre tour de table horrifique. Bienvenue au tour de table horrifique. Ouais, j'ai oublié tout le temps la petite transition. Moi, cette semaine, j'ai pas écouté beaucoup de films. J'ai écouté Rock, Paper, Scissors, un film espagnol. Que j'ai beaucoup aimé. Là. J'ai fait, je suis en train de rédiger la critique là, pour Horreur Québec. Là. Assez cool, un genre de huis clos weird, un peu à la Misery. C'était un genre de thriller psychologique, mais assez troublant. Très cool. J'ai réécouté The Burning, 1981, Carnage, parce que justement, je vais être invité bientôt là, sur Terreur sur le pod pour jaser de tout ça. Ça va être super cool. J'aime tellement ce film-là. Là. C'est tellement cool. Les effets de Tom Savini, malade dans la tête. Sinon, j'ai pas rien super à la bosse, mais je suis allé dans un Renaissance, parce que vous savez, écumer, c'est les sections vidéo, et j'ai trouvé une belle VHS de Philactère-Cola, 1996, dans le temps qui était encore au canal communautaire, faite à la main. C'est collé, là. C'est malade. Et il y avait aussi, que moi je l'avais juste en VHS, Critters, le tout premier Critters, que j'ai vraiment hâte de réécouter. Ça fait 30 ans que j'ai pas vu ça, là. Du bonbon. Je pense que Martin est très fan de Critters. En arrière, on le trouve. Ben oui, on le voit. D'ailleurs, si tu Parle pas de Critters, il va nous parler de sa fille. Ah ouais, hein? Si jamais tu veux tenter le coup et dépenser quelques dollars, le coffret de Scream Factory est extraordinaire.
Tu vois, on parle de Critters, ça donne bien parce que justement, pour mon tour de table, j'ai décidé de parler un petit peu vite fait de les collectionneurs encore. On parlait à un moment donné des gens qui collectionnent les films. Je collectionne les films, mais un de mes buts quand je vais dans des conventions, c'est de collectionner les articles qui m'attirent le plus. C'est ce que vous voyez en arrière. J'ai mon masque de Jason qui a été acheté de Steve Bellamy quand on était au Fan Expo. J'ai aussi en arrière ici un masque de Freddy qui vient aussi de Steve Bellamy. J'ai la plante de Little Shop of Horrors. J'ai le cube de Hellraiser. Tout ça pour vous dire que moi, ce que j'aime vraiment collectionner, c'est des articles qui proviennent de films en tant que tels que j'ai tellement adoré quand j'étais surtout jeune. On se cachera pas, j'étais un grand fan des années 80 quand on regarde en arrière. Et puis, c'est ce que j'aime quand je vais dans les conventions. Je sais pas pour les auditeurs, donnez-moi un petit peu vos commentaires. Est-ce que vous préférez, vous autres, faire la collection de films ou est-ce que vous préférez faire la collection d'articles spécifiques? Je sais qu'il y en a que c'est les deux, ils vont dépenser des fortunes. Tu sais, je pense entre autres à Jean-François qui dépense probablement des fortunes. Jean-François Croteau qu'on parle? Oui, Jean-François Croteau. Jean-François. Puis il y a des beaux articles. Tu sais. Moi, il y a les gens qui partagent leur collection dans les communautés d'horreur, ils me font chier. Mais en même temps, je suis bien content pour eux autres parce que tu regardes ça, tu dis ça je voudrais avoir ça, ça je voudrais avoir ça, ça je voudrais avoir ça. Puis tu veux avoir quelque chose qui est le plus authentique possible. C'est pour ça que quand je vais dans les conventions, je cherche toujours pour la chose que je vais acheter. Puis un de mes meilleurs exemples, c'est surtout la plante de Audrey que j'ai en arrière de moi parce que c'est quelqu'un qui l'a fabriqué à la main et elle est parfaite. Ouais, ok, mais cette semaine... Ben, c'est ça que j'en ai pour dire, Martin. Là, tu viens de nous faire un n'importe quoi, mais c'était quoi ta semaine dans l'horreur? Parce que t'es complètement out of focus. Eh ben, c'était ça ma semaine. J'ai regardé partout dans mes affaires. Je faisais le ménage. Je me suis dit, my God, je vais parler de ça. C'est ça ma semaine. Moi, je veux des photos de Martin qui regarde ses murs. C'est ça que j'ai fait cette semaine. Ça a été ta semaine. Moi, de mon côté, 3 petites réceptions de films que je n'avais pas. Wrong Turn 2. C'est le meilleur de la franchise. Ah oui, mais je m'en rappelle plus du tout. Mais je l'ai déjà vu. C'est rare. J'ai déjà vu. Ultra violent. Henry Rollins là-dedans, c'est comme une oui, je vois sa figure ici. Et j'ai aussi reçu des Uninvited. Je l'avais pas. Il faisait partie quand j'achetais le film, la personne m'a dit t'en veux-tu un 3e pour le même prix, j'ai pris des Uninvited. Et il y avait aussi des Intruders, l'intrus, que je n'ai pas vu encore. Et je vais le rajouter à ma collection de films que j'ai achetés et que je n'ai pas vus. Et avec le shocking alternate ending and deleted scene, ça devrait être pas C'est fou quand même comment tu as acheté de films depuis l'épisode de 4 semaines passées. Oui, effectivement. J'en ai acheté beaucoup. Donc voilà. Et Zomblar. Tais-toi. Okay. Bon, moi, c'est simple. Un petit pop de notre ami Guillermo del Toro. Avec des belles lunettes. Je sais pas pourquoi, mais d'habitude, je défais toujours tout. Mais là, ces boîtes-là, je les aime. Et puis, je pense que je vais le garder comme ça. Pourquoi? Si les auditeurs, ils font comme moi, dites-moi-le, parce que moi, je comprends pas pourquoi. Mais c'est drôle comment il ressemble énormément à celui que tu nous avais présenté il y a quelques semaines de Stephen King. Il y a quelques semaines. Ah oui, ça, là, c'est un magnifique livre. Alors là, la Bible du Del Toro. Donc ça, évidemment, un bon petit bouquin. Allez, vous le feuillette vite fait. Ça démontre un peu son chez lui. Hein. C'est ça, ça va rappeler certains qui ont vu sa collection genre à Toronto. Il y a beaucoup de choses sympathiques. Donc, si vous ne l'avez pas, franchement, prenez-le. C'est vraiment très, très sympathique. Tu vois, on parlait de collection tantôt. C'est justement un des personnages qui me... Wow! Oui, mais il y a un univers tellement accessible à la collection, justement. Mais Steve, il faudrait faire aller nos contacts si vous êtes capable d'avoir accès. Il y a une maison à Toronto, puis
il y a une partie de sa collection qui est à Toronto aussi. Hein. Ben, nous autres, on a visité le musée. L'Expo, là, ouais. Ben oui, tu sais, on en a parlé, mon et toi, à un moment donné. Au Art Gallery of Ontario. C'était malade. Allez, ça suffit maintenant, notre invité, quoi. Oh! Ben oui, tu t'es coupé toi-même. Ben oui, c'est coupé toi-même. Mais comme que je disais, cette semaine, on va l'inviter à venir se joindre à nous. Jonathan Lennertz. Est-ce que je suis OK, Jonathan, avec Lennertz? Ah, c'est parfait. Bon. C'est bon. Bienvenue parmi nous. C'est drôle parce que, tu sais, avec un nom comme ça, tu t'attends, bon, ben, c'est quelqu'un qui est français, ça doit être comme Lanaert ou quelque chose comme ça. Mais non, c'est anglais. Non? Donc, c'est-à-dire que c'est les Français qui le massacrent, quoi. Ah, voilà. C'est très drôle. Donc, merci, Jonathan, d'être avec nous. Dans l'introduction, je parlais rapidement du BIF, qui ça a été fondé en 83. C'est 13 ans avant le début de Fantasia ici, qu'on connaît très, très bien. Est-ce que tu peux nous faire un petit recap, nous expliquer un peu c'est quoi le Bruxelles International Fantastic Film Festival? Ça tombe bien parce que je suis en train de refaire l'historique justement du festival, donc c'est frais dans ma tête. C'est en fait l'histoire de 4 jeunes, c'était des anarchistes et des communistes, voilà, qui s'amusaient à faire du socioculturel à la base. Et ils avaient touché au festival allemand, puis ils avaient essayé le festival du cinéma italien. À la base, c'était parce que c'était plus facile pour avoir des subsides, enfin du pognon pour essayer de monter un truc, quoi. Et puis ils ont essayé les 60 ans du cinéma fantastique, mais juste par opportunisme. Franchement, il n'y avait pas spécialement d'amour du genre, mais le problème c'est que ça a super bien marché. Et puis ils se sont dit, bah tiens, plutôt que d'essayer de trouver une autre thématique, pourquoi est-ce qu'on resterait pas dans le fantastique, parce qu'on a remarqué que ça marchait bien, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'en 83, ils ont créé alors, c'était le festival du film fantastique de Bruxelles. Ça s'appelait pas encore le BIF. Ça portait un nom d'opticien absolument affreux. C'était le Fifth Bixel. Faut imaginer, quoi. Et le truc, c'est que dès la première édition, ils se sont tapés 30 000 personnes. Et ce qui paraît, c'était une ambiance de fou furieux, quoi. Bon, je sais pas si vous en avez parlé avec Alain, mais lui, il avait son festival de Paris, oui. au Grand Rex, où là, il y avait une ambiance aussi, mais de malade. Quand j'en discute avec les fondateurs du BIF, ils me racontaient que quand ils allaient au festival de Paris, il y avait les videurs à l'entrée et sur une table juste à côté, ils avaient des montagnes de crans d'arrêt, de couteaux que les gens prenaient avec eux dans la salle, quoi. Et alors, ils avaient aussi reçu un conseil, c'est-à-dire que non, c'est un truc de malade. Il fallait pas s'asseoir dans la fosse parce qu'en fait, tu avais des gens qui balançaient des tessons de bouteilles, des balcons sur le public, quoi. Enfin, tout ça pour dire que finalement, nous, on arrive à une ambiance très, très rapidement. On arrive à une ambiance assez dingue au festival, mais ça n'a jamais été aussi violent qu'à Paris, quoi. Et donc voilà, ils sont lancés dans cette aventure et ça n'a cessé de grossir et de grossir et de grossir et je pense que la clé du succès, c'est surtout qu'il y a toujours une politique anti-tapis rouge. Donc jamais mettre les invités sur un piédestal et le public sur le côté, on mélange tout le monde, et si maintenant il y a des invités qui sont pas contents, c'est déjà arrivé qu'on les rembarre tout simplement parce que c'est pas dans la philosophie du festival. Dans une ambiance conviviale, tout le monde est ensemble, tout le monde est accessible, c'est vraiment génial. Ouais, et c'est assez marrant parce que quand on a déménagé il y a 8 ans, on est allé au Palais des Beaux-Arts, donc en gros c'est un petit peu le MoMA de Bruxelles, quoi. Et donc c'est très guindé, c'est très chatoyant, c'est très beau, c'est là où on fait vraiment des concerts de musique classique. Et donc quand ils ont entendu que le BIF débarquait au Palais des Beaux-Arts, faut savoir que t'as 60 000 personnes qui sont des fans de hard rock, de black metal, donc qui viennent avec leur cuir et leur clou, mais la totale, quoi. Ils ont carrément triplé la sécurité. Ils ont eu peur. Mais après une seule édition,
toute la sécurité est venue nous trouver en disant que c'était l'événement le plus cool qu'ils aient jamais eu. Ils avaient plus de problèmes à des concerts philharmoniques qu'au BIF, quoi. C'est ça, hein, c'est facile d'avoir des jugements sur l'apparence des gens, mais habituellement, il n'y a pas de débordement. Les gens parlent des métalleux comme étant des violents à cause des mosh pits, tout ça, mais c'est plus dangereux d'aller dans un concert de rap. Tout le monde sait que Christophe est une personne très, très violente ici. Oh oui. Question. Moi, je suis prêche pour ta paroisse. Oh, voilà. Oui. Ok, Christophe est un amateur. Il y a même un podcast sur le métal et des fans d'horreur qui font du métal. Moi, donc là, on a parlé du BIF. Comment t'es arrivé à faire partie de l'équipe de ce grand festival reconnu mondialement? C'est une grande histoire d'amour parce que j'ai commencé le BIF en tant que spectateur en 97 et je me souviens très bien, c'était à l'avant-première européenne de Scream avec Wes Craven qui était présent au festival. Et donc, ça a été un souvenir. Moi, j'en tremblais et tout. Je l'avais rencontré, il m'avait signé son petit autographe et tout. Et donc, depuis cette date-là, je suis retourné chaque année en tant que spectateur. Puis en 2004, j'ai rejoint l'équipe des bénévoles du BIF parce qu'on emploie quand même entre 100 et 150 bénévoles au festival. Et puis, il s'avère que une fois que j'ai connu les joies du chômage après les études, il y a une annonce qui est parue et ils cherchaient un attaché de presse à mi-temps et donc j'ai foncé sur le CAS. L'avantage, c'est que je connaissais super bien le BIF, donc j'ai passé mon examen d'entrée les yeux fermés. Et voilà, et au fur et à mesure, j'ai évolué de poste. Et donc voilà, maintenant, si tu veux, je fais à la fois la presse, je sélectionne aussi les films, je m'occupe des dossiers de subsides, je supervise aussi tout ce qui est off, donc animation, exposition, etc., etc. quoi. Bref. Bravo, en tout cas. Ouais. Je note que tu as dit 97. 97, c'est 97, hein, c'est ça? Non, 97, c'est 97. D'habitude, très important. D'habitude, c'est les Français qui se foutent de la gueule des Belges, pas les Québécois. Tu me fais quoi, là? Bon, j'entends pas souvent cette façon de donner les chiffres, donc je voulais le souligner. Mais, il a fallu que je prenne une pause, moi aussi. C'est 97. Non, c'est 97. Ah, OK, ouais. Exact. Mais c'est les meilleurs, les gens qui sont fans d'abord d'un festival ou qui sont déjà dans le milieu et qui entrent dans le festival. Donc, comme tu disais, les doigts dans le nez, ça a été facile de joindre. Tu connaissais déjà la faune, l'ambiance, tout ça. Génial. J'ai envie de te dire que tu as intérêt à être passionné parce que tu vas pas dans ce milieu-là pour le pognon. Hein. Mais tu sais autant que nous que les fans d'horreur, de fantastique, on est tous des passionnés. C'est ça qui nous fait avancer. Hein. Je veux dire, c'est pas un job de fonctionnaire parce qu'on vit notre métier à 100%. Et c'est assez amusant parce que souvent j'ai des gens quand je leur parle de mon métier qui me disent finalement t'es peinard, tu passes ton temps à regarder des films. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Non, mais j'ai envie de te dire, quand tu dois te bouffer 300 films, et là, on n'a pas encore fait le tri, quoi. Donc, tu vas te taper des histoires de fantômes malaisiens de 3 heures. Tu vas te taper, à un moment donné, ça c'était le pire, c'était à l'époque des found footage, il y a 8 ans. On retrouvait des found footage, mais à appel, nous on les appelait les found footage de gueule. Donc, et on en pouvait plus. Donc c'est pas non, c'est un sacrifice, hein, sérieusement. Il y a pire, je suis d'accord. Je pense que c'est le but le plus difficile, c'est vraiment la place où ce que tu fais la sélection. D'ailleurs, j'ai une couple de questions pour toi. Et je vais te lancer des questions en rafale que Stéphane va probablement nous partir maintenant. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafales?
Alors, il faut que je mentionne qu'il faut ignorer complètement cette intro dégueu que Steve nous a fait pour les questions en rafale. Ce que je vais faire, c'est que je vais te demander des questions que tu ne dois pas trop songer à répondre. Et ça va être des questions qui sont quand même assez rapides, mais tu peux un petit peu plus développer. Je vais commencer avec la première question. Quelle est la chose la plus drôle qui t'est arrivée dans ton festival? C'est quand on a eu Timothy Spall qui était venu présenter son film qui est un hommage à la Hammer. Il y a eu plein de filles qui sont montées pour avoir son autographe et tout d'un coup il y a une femme qui a décidé de foncer vers l'espace de Q&A comme une furie. Elle a été plaquée à terre par la sécurité. Timothy était mort de rire, il a rien dit mais c'était sa femme. Excellent. Wow. Wow, oui, certain. Là, j'étais un petit peu mélangé. Là, j'ai perdu mes questions. Sur quoi est-ce que tu te bases quand tu fais la sélection de tes films? Dans l'absolu, c'est vraiment des coups de cœur. C'est aussi simple que ça. Et si c'est pas des coups de cœur, c'est une façon objective de regarder certains films qui pourraient plaire. Il y a un bête exemple. Hein. Moi, je suis pas spécialement fan de tout ce qui est. Mais tu me laisses parler, toi? Ben oui, Zombler a l'habitude de... Non, je laisse parler personne parce qu'en plus, je suis flou, donc ça m'énerve. C'est pas Zombler, c'est un spam, hein. Ignore-les. C'est pas notre problème en ce moment. Quel était le pire film que tu as reçu, puis dis-nous pourquoi. Eh ben, on en revient au fameux found footage parce que là, de nouveau, c'était vraiment quelqu'un qui était persuadé qu'avec la découverte de la touche infrarouge sur sa caméra, il était devenu Spielberg. Et donc, il a passé son temps à filmer sa femme de nuit qui sautait dans le cadre sur des branches pendant 1h20, quoi. J'ai regardé en vitesse accélérée, hein, sincèrement. J'ai pas fait l'effort de regarder. Je suis d'accord avec toi parce que les found footage, il y a vraiment quelques found footage que j'adore, mais la plupart d'entre eux, je trouve ça terrible. En tant que scénariste, tu dois écrire un film d'horreur mettant en vedette des petits monstres lapins. Quelle est ta prémisse? C'est un homme qu'on retrouve mort dans les bois avec un papier écrit dans sa poche où il est marqué « Imite le bruit de la carotte ». Et ça se passe durant le week-end de Pâques, évidemment. Si on t'offrait 50 000 € pour présenter le pire film au monde à ton festival, accepterais-tu? Oui. C'est quand même 50 000 €. Si tu pouvais choisir d'être un acteur ou une actrice, qui serais-tu? Jeff Bridges. Oh, Très le bon dude! Très bon choix. Si tu pouvais faire une cascade, quel genre de cascade ferais-tu? Moi, je pense que j'ai envie de faire un petit peu comme Jean-Paul Belmondo quand il grimpe sur ses échelles à bord d'un hélicoptère, à l'ancienne. Wow. C'est Je suis vintage. vraiment d'accord. Oui, c'est vrai. Un extraterrestre apparaît devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je l'invite à boire une bière. C'est un bon début. Ah, pourquoi pas, hein? T'es aussi bien faire la paix tout de suite avec. Quelle serait, selon toi, la meilleure façon de tuer une victime? De tuer une victime. Là, de tête, j'ai presque envie de piquer une idée, en plus d'un film canadien qu'on avait sélectionné cette année, qui est superbe, qui est Violation. Je pense que c'est l'attacher et le vider de son sang dans un frigo-box afin qu'il ne coule plus. Et puis après, tu peux le découper tranquillement sans tacher ton salon. OK, so je note, il faut que je voie Violation. Tu dois remplacer le personnage de Freddy, c'est-à-dire Robert Englund, par un autre acteur. Qui choisis-tu? Qui est-ce que je choisirais? Ah, tiens, pour Michel Blanc, tiens. Ah, ça serait très différent. Je trouve qu'il a un regard. Il a un regard de tueur, en fait, si on regarde bien.
Ah oui, ça, totalement. Un oiseau commence à t'attaquer. Quelle est la première chose qui te vient en tête? Qui a décidé de retourner le remake de The Birds? Je savais que tu étais pour dire quelque chose comme ça. Et on te pose la question finale qui est toujours posée à chacun de nos invités. Freddy ou Jason? Freddy. Freddy, je pense qu'il commence à avoir une avance. Ouais. Freddy commence à avoir je prends note ici, une avance considérable sur Jason, malgré que Jason a bien commencé. Ça me surprend. Mais bon. Parce que ce que Jonathan ne sait pas, c'est que moi et Martin, on est Team Freddy et Stéphane, Elsa Blanc, pardon, et Steve sont Team Jason. Revenons sur le BIF. Merci Martin pour les questions à rafale. Revenons sur le BIF. Moi, j'aimerais parler de l'expérience BIF parce que moi, j'ai été au BIF en 2012, si je me rappelle. J'étais avec Jarrett Mann du Festival Spasme. On avait été invités dans un échange entre le BIF et Montréal. Je me rappelle plus la raison pourquoi. On avait une subvention pour aller là. On allait passer 6 jours au BIF. Et premièrement, le BIF, dans ce temps-là, était dans un ancien port, je crois, où est-ce que vous faisiez une salle vous-même qui n'existait pas. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est exact, c'est présentement où est-ce qu'est le BIF? C'est exactement ça, c'était à Tours et Taxi. Exactement. Bon, donc nous, on arrivait là et je me rappelle la première expérience lorsqu'on s'est assis dans la salle. Oui, à Fantasia, il peut y avoir des gens qui vont crier ou parler durant le film, mais au BIF, c'est complètement une autre expérience pour nous, personne qui vient du Canada, d'entendre des gens crier des injures, la porte et toutes ces choses-là. Le premier screening, on était assis puis on se disait, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas si je voudrais présenter mon film parce qu'il est minimement pas excellent. Je vais me faire trucider sur la place publique. Fait que, parle-nous de l'expérience BIF. J'ai jamais vu ça. J'ai été à plusieurs festivals, j'ai jamais vu ça ailleurs. Oui, je confirme. T'as une question? Ben, en fait, parle-nous de l'expérience. Comment ça vient de où? Est-ce que c'est de même? Pourquoi ça vient de où? Nous, à Fantasia, on a les chats, miaou, 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 quand les lumières ferment, mais c'est pas mal tout. Dès le deuxième festival, je pense que c'est dès le deuxième festival, en fait, il y a eu très vite des cris qui ont commencé à se faire. C'est-à-dire que ça se passait au passage 44, et il y avait toujours un crétin qui laissait la porte ouverte pendant que le film commençait. Et donc, c'est pour ça qu'il commençait à gueuler la porte et les gens répondaient ta gueule. Donc, très vite, ça, c'est resté au festival pendant tout un temps. Et puis, je pense ça, c'était la 3e année. Il passait encore des bandes annonces avant les films et il y avait notamment Baxter, le chien qui tue. Et il me semble que dans la bande annonce, à un moment donné, il disait tue encore, jamais plus. Et donc, voilà, maintenant, tu as la salle qui va crier tuer encore, les gens qui répondent jamais plus. Et donc, tu vois, au fur et à mesure de certains films qui sont passés, ils ont véritablement inventé un code dans la salle. Et c'est vrai que ça peut surprendre. Si maintenant tu connais pas du tout, ça peut vraiment surprendre. Nous, on a des gens qui sont sortis de la salle, qui sont venus nous trouver en disant qu'il y avait un problème parce que les gens n'arrêtaient pas de crier des saloperies. Mais ça fait partie de l'expérience BIF. Et il faut aussi savoir que c'est vrai que souvent, ça va bien charrier au départ, mais si maintenant tu as un film qui dépote et qui scotche les gens, tu entendras les mouches voler pendant la séance. Ça, c'est clair aussi, quoi. Et alors, dernière chose, non, avant-dernière chose, j'ai envie de dire, c'est un véritable challenge pour les réalisateurs de venir présenter leur film, parce que comme tu dis, effectivement, c'est qui tout double. On a un public qui est tellement cash qu'il y en a qui ont les bonbons collés au paquet dès qu'ils montent sur scène, quoi. Parce qu'ils savent que ça va gueuler dans tous les sens et il faut accepter l'expérience. C'est à tel point, hein, je vais vous dire que, et ça c'était il y a quand même pas mal d'années, mais c'était un Italien qui avait gagné le Grand Prix au BIF. Je
je pense qu'il s'appelle Nichetti, enfin bon soit. Il gagne le Grand Prix pour un film qui s'appelle La Luna et l'Altra et qui est moyennement fantastique, quoi. Et donc, le mec se fait huer par tout le public alors qu'il va récupérer son prix sur scène. Moi, j'étais dans la salle, je me dis, mais je me planque en dessous du siège parce que je me dis, le pauvre, quoi. Le mec, il se démonte pas, il prend son micro et il prend 5 minutes pour expliquer aux gens pourquoi il comprend la réaction du public. Ça a terminé comment? Ça a terminé par une standing ovation de 10 minutes. Wow. C'est ça le bif. Lorsque j'y avais été, j'avais eu les deux expériences parce que moi, je crois que c'était la première mondiale de Troll Hunter. Et durant Troll Hunter, il y avait absolument personne qui parlait. C'était un silence incroyable pendant tout le film. Donc, là, on avait les deux côtés de la médaille, justement. Et encore drôle quand même que c'est un fan footage. Et Troll Hunter fait partie de mes fan footage favoris. Oui, effectivement, ça c'est très réussi. Mais ce que je comprends du festival, Jonathan, c'est qu'il y a vraiment une foule d'initiés, de festivaliers, de fidèles qui sont là, ils ont leur code. Et quand tu es un outsider, tu peux trouver ça un petit peu déstabilisant au début, mais il faut décider d'embarquer à pieds joints dans ce délire. Puis après ça, ben, on accepte tout ce qui se passe, peu importe si on comprend ou pas. Bah, c'est vrai, tu aimes ou tu détestes. Hein. Nous, on va jamais forcer les gens à aimer notre ambiance, mais en même temps, c'est aussi la force de notre festival. Donc, moi, je peux totalement comprendre qu'il y ait certaines personnes qui ne veulent pas venir au BIF parce qu'ils doivent regarder les films dans un silence de cathédrale, ou même des réalisateurs. Je pense notamment à nos amis Bruno Forzani et Hélène Catet, qui ne veulent pas présenter un film au BIF parce que pour eux, l'expérience cinématographique doit se faire dans le silence. Et donc, je peux totalement accepter ce genre d'argument, mais voilà, c'est vraiment notre identité, c'est ça aussi qui fait notre particularité, et c'est à tel point que j'ai même eu un journaliste qui est mi-temps journaliste, mi-temps prêtre, ou peut-être même plutôt 100% prêtre dans sa tête. Mais donc, il était venu pour la première fois au BIF. Il a sorti un papier par la suite en disant que le BIF était ce qu'une messe réussie devait être. Oh, une communion! Ah, c'est génial! Ouais, je trouve ça vraiment cool que tu aies mentionné Forzani, Catet. Moi, je suis un grand fan de ce qu'ils font. Amer, ça m'avait jeté sur le cul quand j'ai vu ça. C'était au Festival du Nouveau Cinéma, je crois, à Montréal, mais on avait vu leur court-métrage à Fantasia avant. Donc, c'est vraiment brillant ce que c'est. C'est drôle parce qu'on parlait avec Gabriel Pelletier, réalisateur de Carmina, et lui, justement, avait présenté Carmina au BIF. Et il a mentionné à quel point ça a été une belle expérience parce que justement, il y avait la blague de la porte et ça a donné que dans Carmina, l'une des phrases les plus connues de Yves Pelletier était justement « La porte! » et quand Gabriel a entendu le commentaire de la porte dans la salle, il était comme... Il savait pas quoi dire parce qu'il pensait que ça parlait justement de son film, mais en même temps, corrige-moi si je me trompe, Steve, mais est-ce qu'il croyait que ça avait parti de là, l'histoire de la porte? Là, on sait maintenant que c'est pas le cas, mais... Non, je crois que ce qu'il nous disait, c'est qu'il a vraiment juste vu dans des projections avant que les gens criaient la porte et il a dit à Yves Pelletier, il a dit « Oh my God, ça va être incroyable durant notre film » et ça a été une expérience pour lui, le magistral. Ah oui, que la salle elle a littéralement explosé quand il y a eu cette scène-là. Ça devait être génial. Là, j'imagine. Est-ce que tu as déjà vu Carmina, Jonathan? Mais non, justement, j'allais vous demander, c'était en quelle année, ça? Carmina, je crois que c'est en 96. Ouais, c'est ça. Fin années 90. C'est l'une des comédies les plus populaires au Québec. Ça a été un très grand succès. Moi, en tout cas, c'est ma comédie favorite au Québec qui touche l'horreur, d'ailleurs. Comédie d'horreur, effectivement, avec des vampires. Ouais.
Mais c'est le fun que le BIF soit justement comme ça, qu'il soit interactif, parce que moi, c'est le genre de choses que j'aime. Je sais que Space avec Jarrett Mann ont commencé à faire plusieurs choses comme ça. Ils ont commencé à faire des cinémas interactifs. J'avais été voir avec Steve à un moment donné une présentation de Ferris Bueller dans laquelle on a dansé, on a créé des choses. So, sachant que le BIF, c'est le même genre d'interaction qu'on a, ça me donne juste le goût d'y aller, puis j'aimerais tellement... C'est surtout que en fait, ça peut rehausser carrément ton expérience du film parce que tu as notamment des gens qui se souviennent de certains films qu'ils ont vus au festival, qu'ils ont trouvé excellents. Quand ils les revoient par la suite chez eux, ça redescend d'un cran. Ouais. Parce que c'est plus du tout la même expérience, la même communion, la même ferveur aussi. Parce que voilà, et en plus les films de genre se prêtent parfaitement à ça. C'est attention derrière toi, cours. Voilà, il y a même une expression, et ça c'est pour vous dire, parce que je pense que le wokisme, ça vous parle aussi de votre côté. On a aussi donc une expression qui est à poil. Et donc, dès qu'on a un invité, t'as le public qui lui demande, qui lui dit à poil. Mais n'importe quel invité. Hein. Et donc, on a eu Julie Gaillet, notamment, avant qu'elle soit avec le président français, qui est monté sur scène, les gens qui crient à poil. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déshabillée, elle s'est retrouvée en soutien-gorge sur la scène du BIF. Et elle a balancé ses fringues sur le présentateur qui savait plus rien dire, quoi. Voilà. C'est vraiment n'importe quoi. mais le problème, c'est que maintenant, par exemple, on a eu notre journaliste cinéma belge qui était dans la salle de presse des Magritte. Et les Magritte, c'est un petit peu les Oscars belges. Et le show était un peu chiant, quoi. Et donc, il aurait crié dans cette salle de presse à poil, soi-disant pour faire un clin d'œil au BIF, quoi. Mais il a été attaqué en justice pour ses propos misogynes envers la présentatrice. Wow. Oh my God. Comme que Christophe disait, c'est vraiment n'importe quoi. Et justement, on a une chronique qui s'appelle N'importe quoi, qui est une carte blanche. Donc, lançons la petite chronique N'importe quoi. All right, here we go. It's time for n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi on the road of the terror. La voix sur ce thème-là, Jonathan, c'est Rémi Fréchette, justement, qui s'est amusé à faire un thème pour nous qui s'appelait N'importe quoi. Cette semaine, pour la chronique N'importe quoi, c'est moi qui va s'amuser, et tu me diras, Jonathan, si j'ai raison ou pas, à faire des petites recommandations aux journalistes, pas aux journalistes, aux cinéastes qui font des films et qui veulent avoir leurs films qui passent dans un festival. Donc, je vais me concentrer plus sur les courts-métrages présentement, mais à tous les cinéastes qui font des films et qui veulent avoir leurs courts-métrages qui passent dans les festivals, j'aurais quelques recommandations et une des premières recommandations, c'est lorsque vous faites un court-métrage, faites un court-métrage la plupart du temps pour le public d'un festival. Faites pas un court-métrage parce que ça vous tente de faire un court-métrage qui montre votre passion intérieure sur tel sujet, etc. Parce que la plupart du temps, votre film va pas passer dans beaucoup de festivals de films parce que la plupart du temps, les films qui sont pris dans les festivals, c'est pour le public. Donc, on veut avoir une programmation qui est divertie, mais qui est aussi très divertissante pour les spectateurs. Donc, il faut vraiment penser au public en se disant, OK, si je fais ce film-là, est-ce que le public va l'aimer? Oui, il y a un jury dans les festivals, mais c'est le fun de faire ça pour le public. Ensuite, au Québec, il faut penser à la langue. Ici, on est avec Jonathan du BIF, donc le français est correct, et le BIF aussi sous-titre dans plusieurs langues, si je me rappelle bien, presque tous les films ou tous les films. Donc, ici au Québec, faire un film en français, ça peut être un peu plus difficile parce qu'il n'y a pas tous les festivals au travers du monde qui vont vouloir passer votre film sous-titré, malheureusement. Malgré qu'ici, on le fait, nous, en rajoutant des sous-titres anglais ou français. C'est pas comme ça partout. Lorsque vous faites un court-métrage, prenez pas 10 jours pour tourner votre court-métrage. Et faites pas un court-métrage qui est trop long non plus.
certains festivals sont des festivals très courts, qui vont être 3 jours des fois, 4 jours, des fois c'est même une soirée. Donc, si vous faites un court-métrage qui dure 20, 22, 23 minutes, ça peut très bien que même si votre court-métrage est très bon, que les programmateurs du festival décident de prendre 2 ou 3 autres courts-métrages pour remplacer ce film-là, qu'ils vont trouver aussi bon à cause du temps qu'ils ont d'allouer pour passer leur film. Bon, au BIF, comme que Jonathan disait, il reçoit 300 films. Donc, si vous faites, à un certain moment donné, on se tente de regarder des films. Quand que je dis on, c'est parce que avec le Requiem ici, on a un festival qui dure une journée. Donc si les films nous prennent pas là, émotionnellement là, dans les premières 2, 3, 4 minutes, là, souvent les programmateurs, on est comme OK, je vais-tu vraiment écouter 29 minutes de ce film-là? C'est assez différent. C'est assez difficile en fait. Ensuite, votre court-métrage, dites-vous qu'il peut faire un festival run d'environ 2 ans la plupart du temps. Je vous recommande pas de mettre votre film sur YouTube ou sur Vimeo ou sur Facebook après 6 mois que vous avez fait votre film. Vous avez une grosse année, des fois 2 années pour pouvoir passer votre film un peu partout. Donc, prenez votre temps. Et la dernière chose, c'est que ne pensez pas que votre court-métrage est le meilleur court-métrage qui existe au monde et que tous les festivals vont le prendre. Il y a extrêmement beaucoup de contraintes. Il y a extrêmement beaucoup de films qui est envoyés dans les festivals. Je crois que ça a augmenté dans les dernières années à cause des plateformes comme Film Freeway. Et il y a d'autres plateformes, en fait, là. Mais les festivals reçoivent énormément de films et c'est pas parce qu'ils passent pas votre film, souvent qu'ils n'ont pas aimé votre film. C'est souvent parce qu'ils ne peuvent pas le passer et qu'ils ont fait des choix et peut-être que votre film était trop long, etc. Donc, c'était mon n'importe quoi et je veux savoir qu'est-ce que tu penses, Jonathan, de tout ce que je viens de dire? Est-ce que je suis à côté de la traque? Bah, dans l'ensemble, j'ai envie de te donner B+. Ah! Maintenant, okay, mais... je t'avoue que je reviendrai bien sur 2 choses. Quand tu parles de la langue, alors moi, je suis un ardent défenseur des langues originales. Pour moi, c'est essentiel parce que t'as vraiment l'aspect du jeu, l'aspect réel du jeu de chaque comédien, et parce que ça fait la spécificité, la force de chaque film, que ce soit court-métrage ou long-métrage. Et parfois, ça peut aussi déforcer un film si maintenant tu tiens absolument à le faire en anglais. Pour un seul exemple, quand on va au marché du film à Santa Monica, ces dernières années, souvent, je me suis retrouvé à regarder des films russes qui ont été rapidement doublés en anglais pour booster les ventes internationales. Putain, mais c'est con parce que t'as l'impression de voir Star Wars, mais avec un doublage qui ressemble à un porno roumain, quoi, parce que c'est tellement mal foutu que ça te déforce complètement le film. Donc moi, franchement, les langues originales, mais de nouveau, c'est personnel, je préfère, quoi. Et alors, il y a aussi un autre truc. Au niveau du timing, là, je te donne absolument raison, parce que c'est vrai que, allez, nous, au niveau des longs métrages, on reçoit à peu près 800 films, et dans les courts métrages, on reçoit plus ou moins la même chose. Avant, c'était même un petit peu plus. Et c'est vrai que maintenant, il y a des gens qui ont de plus en plus tendance à faire un faux court métrage. Ça devient une sorte de pseudo court, pseudo moyen, presque long. Et tu te retrouves avec un court métrage de 35 minutes que tu sais difficilement caser dans une programmation, quoi. Et le problème, souvent, c'est que quand on regarde même des 25 minutes, des 20 minutes, on se rend compte que finalement, l'idée originale, elle a été étirée. Va savoir pourquoi, parce qu'il voulait faire plus long, etc., etc. Alors que si maintenant, tu concentres ton concept, parce que c'est ça la force des courts-métrages, hein, c'est concentrer son concept pour avoir un effet coup de poing, quoi. T'enlèves le gras et tu gardes le muscle. Ça, c'est l'essentiel. Un court-métrage, ça doit être ça. Ça doit être percutant. Et comme tu as dit, c'est destiné à faire plaisir aux spectateurs. Et surtout, parce que il faut voir ça de manière opportuniste, c'est aussi une carte de visite. C'est aussi simple que ça. Et tu as dit tantôt que tu avais à peu près 800 longs métrages et 800 courts métrages. Comment est-ce que tu fais pour passer à travers tout ça, pour sélectionner? J'espère que tu n'es pas tout seul.
Non. On est déjà plusieurs. On est 5 dans le comité de sélection, mais pour les longs métrages, pour les courts métrages, il y a encore une équipe différente parce que sinon c'est intenable. Mais donc on est 5 et en gros, si tu veux, on regarde. Il faut qu'il y ait au moins 2 personnes qui aient vu un film et qui aient dit oui pour que ça puisse continuer. Et alors, ça nous permet d'avoir une sorte de roulement. Donc voilà, les 800, moi je les vois pas tous parce que sinon, effectivement, c'est impossible. Sinon, moi, si ça te dérange pas, Steve, parce que tu prenais ton respire pour poser une question. Avec le décalage, hein, il faut se placer. Donc, moi, je voulais juste faire du pouce sur ce que tu disais, Jonathan, au niveau du doublage. Moi, j'adore écouter des films en version originale, lire les sous-titres. On sait que les Américains, lire les sous-titres, c'est pas leur fort. Mais on dirait que plus je vieillis, il y a quelque chose de nostalgique en écoutant certains films qui sont doublés en français. Nous, on a Frisson Télé, Frisson TV plutôt, une chaîne spécialisée ici au Québec sur laquelle l'émission Sur la route de l'horreur va être diffusée à l'automne, qui diffuse des films doublés en français, des films américains, des films français, pas des films français évidemment, mais des films italiens, espagnols, tout ça. Donc, ma relation avec le doublage a changé. Je ne sais pas, toi, t'en es où avec ça? C'est un petit peu une Madeleine de Proust, hein. C'est vrai que par exemple, je peux difficilement voir les Goonies en version originale, sous-titrée, parce que ça fait partie de. C'est l'exception qui confirme la règle. Ça fait partie de mon enfance, tu vois. Donc, ce sont des voix qui me sont propres et donc voilà quoi. J'aurais l'impression de voir un film complètement étranger et c'est dommage hein, parce que ça vaut pour des chefs-d'œuvre comme E.T., Retour vers le futur, Indiana Jones. Je suis niqué sur toute une décennie quoi à cause de mon enfance. C'est grave quand même hein. Oui, la nostalgie, c'est assez fort, mais il y a quelque chose d'intéressant dans le cinéma italien. Le cinéma italien, bon, les Argento, les Fulci, tous ces grands personnages, souvent tournaient un peu n'importe comment et doublaient ensuite. Hein? Tout le monde parlait dans leur langue, il y avait des acteurs allemands, Udo Kier, des acteurs anglais. Tout le monde tournait dans leur langue d'origine et on doublait en anglais, on doublait en français, on doublait en italien. Le bordel. On dirait est-ce qu'ils étaient les seuls à faire ça? Est-ce que tu sais? En tout cas, je sais qu'ils se sont fait une spécialité à l'époque, hein, parce que de nouveau, c'était prendre des acteurs connus, même s'ils pétaient pas un mot d'italien, juste pour essayer d'avoir un maximum de pognon. Et finalement, je trouve que ça a son charme, hein, parce que quand on les regarde, il y a toujours, tu vois, ce problème de lip sync permanent, qui est un petit peu la marque de fabrique de ces vieux films italiens. Et voilà, je trouve que c'est une faiblesse récurrente, mais qui se transforme finalement en petit clin d'œil savamment orchestré, quoi, parce que moi je trouve ça génial. En fait, tu as l'impression de voir, je sais pas si vous avez vu ça, le grand détournement, la classe américaine. Non, j'ai jamais vu ça. J'ai entendu parler, mais j'ai jamais vu. Eh ben, il y a des morceaux qui sont disponibles sur Internet, mais regardez, c'est le même principe. Donc, c'est Hazanavicius, celui qui a fait The Artist et OSS 117, qui s'amusait avec ses copains à doubler carrément des vieux films avec John Wayne, Redford, Dustin Hoffman, en leur faisant dire des conneries, mais voilà, c'est l'essence même en fait de ces fameux films italiens qui sont surdoublés déjà au montage, quoi. Génial. Mais regardez. Tu vois, le doublage, moi, présentement, sur Netflix, par exemple, il y a beaucoup de films, de séries étrangères que Netflix reprend et que la langue, il y a plein de langues de disponibles. Et j'ai toujours le réflexe de commencer une série en me disant, je vais écouter la version originale, donc je le mets en anglais. Et il y a une série qui s'appelle The Dark, par exemple. J'ai commencé à le regarder, puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? C'est offset, c'est pas bon. Et c'est allemand, ça? Oui, mais je me suis rendu compte que tout ce qui vient pas des États-Unis, que eux doublent en anglais, c'est terrible. Ils sont vraiment pas bons donc j'aime mieux utiliser la version doublage française, qui est vraiment nettement meilleure que tout ce qui vient que la version anglaise, parce que je crois que les Américains, justement, ils aiment pas beaucoup les sous-titres, ils aiment pas le fait de doubler des films et de regarder des films avec des sous-titres, donc ils sont peut-être pas habitués à faire un bon doublage. C'est tout le temps pourri sur Netflix.
C'est pas tout le temps pourri. En doublage en anglais, je dirais que oui. Je Voilà. pense qu'on est rendu au moment À l'anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Présentement, ça, c'est le petit bout du show qu'on aime ça raconter, nos anecdotes de tournage, de voyage. Et cette semaine, c'est Martin qui va nous conter ça. Mais juste avant, il faut partir le petit On thème. devrait essayer avec Christophe à la place. Ouais, c'est moi. C'est Christophe. Non, c'est Christophe. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Ben oui, c'est moi qui raconte l'anecdote. Je vais mettre mon chronomètre parce que les gars trouvent que je parle trop longtemps. Donc, on parlait au début de l'entrevue, Jonathan, que je suis un métalleux. J'aime mon métal. Je consomme du métal depuis que je suis tout jeune. Je suis un grand fan des classiques. Pantera est un band que j'ai beaucoup écouté étant adolescent. Donc, Philippe Anselmo, le chanteur, malgré sa personnalité plus grande que nature et ses penchants un peu beaucoup redneck, on ne se penchera pas là-dessus. J'adore sa musique, j'adore la façon de chanter. Et puis, j'ai eu le privilège de l'avoir en entrevue 2 fois. Une fois, c'était en 2013. Alors qu'il était au Festival Éveil Montréal. J'avais pu lui parler une dizaine de minutes. C'était très... il y avait comme 5 personnes qui pouvaient faire en entrevue. C'était stressant, 10 minutes. T'as pas le temps d'entrer dans le vif du sujet. On parlait de son festival de films qui s'appelle le Hallscore Film Festival, où il y avait des bands metal qui jouaient et des films qui étaient projetés aussi, des vieux Fulci, un paquet de films, Dawn of the Dead, Texas Chainsaw Massacre, évidemment. Puis ça se passait au Texas, à Austin. Donc, 10 minutes. Top chrono, j'ai pris une photo, je fais signer un vinyle, c'est fini. OK, parfait. J'ai rédigé mon papier pour Gorezone, quand ils ont ressuscité Gorezone, le magazine de Fangoria, en 2013. Mais en 2015, j'ai eu l'opportunité de le revoir en entrevue, là, cette fois pour Rue Mohawk Magazine. Puis j'ai passé 1 heure de temps dans son bus de tournée, un après-midi, à jaser de films d'horreur avec lui. Là, à ce moment-là, on a connecté. Il savait que je parlais le même langage que lui. C'était un collectionneur. Il collectionne les VHS, tout ça. Je vois qu'il me reste encore du temps. Oui, ça va, une grosse minute. Quand je finis l'entrevue, je fais signer des trucs, évidemment, je suis comme ça. Et je lui dis, on va se revoir plus tard. J'ai une passe photo. Je vais prendre des photos du spectacle. Il était en ville avec Danzig, avec son groupe Superjoint. Je viens de perdre mon écouteur. Il me dit « OK. » C'est bon, ça va, calme-toi, Christophe. Tu me laisses T'as un un peu de temps, oui. OK, parfait. Donc, je lui dis « On se revoit plus tard, je vais prendre des photos. » Il me dit « Oh, OK, nice, I'll pull you up. » Je vais te tirer. Là, OK, est-ce qu'il m'a vraiment dit ça? Est-ce qu'il va me tirer sur la scène? C'est comme impossible. On arrive lors du concert, les groupes jouent les premières parties, Superjoint embarque. Deuxième chanson, évidemment, il y a des projecteurs, ils ne voient pas vraiment les gens qui sont dans la fosse pour prendre des photos. Là, il me voit. Là, il me fait signe de lui tendre le bras. Donc, je lui tends le bras. J'ai mon appareil photo dans l'autre main. Il essaie de me tirer. Il est assez balèze, hein, Phil Anselmo. Il est assez fort, mais il n'est pas capable de me tirer parce que je ne suis pas capable de me prendre après la scène avec mon appareil photo. Là, je dis un instant. Là, je pose mon appareil. Là, c'était pendant une chanson, pendant un solo. Il avait arrêté de chanter pour m'attraper. Et puis, finalement, il m'attrape. Il me tire sur la scène. Là, je suis sur scène. Je ramasse mon appareil photo. Il dit « Let's go, shoot ». Fait que là, j'ai passé les 40 minutes subséquentes à pouvoir shooter, moi tout seul, un peu partout sur la scène. Moment surréaliste. Le show fini. Là, j'étais sur le côté de la scène. Je le vois sortir. Là, j'ai dit « Thank you so much, man ». Puis là, il me regarde. Il était content de m'avoir donné ce moment inoubliable. J'ai des photos de ouf, pour vrai, des trucs, des gros plans, de derrière avec la foule en avant parce que j'étais sur scène. Ça y est, là, tu dépasses, mec. Ouais, donc voilà. Mon anecdote surréelle. Jonathan, tu dois avoir... tu nous as raconté plutôt une anecdote, en fait 2 anecdotes très bonne anecdote. Très intéressantes. Quelle autre anecdote tu aurais à raconter à notre auditoire qui serait surréaliste un petit peu? On peut rester un petit peu dans la musique et aussi avec Guillermo del Toro, vu que notre spam en a parlé là au début d'émission.
Parfait. Quand il est venu, quand Del Toro était venu chez nous, c'était juste quand il avait gagné ses Oscars pour The Shape of Water. On a aussi cette tradition au festival, c'est que tous les invités doivent chanter une chanson sur scène. Ah. Et donc, avec Del Toro, on est en train de discuter. Bon, forcément, on sait que les gens vont lui demander une chanson, donc on le met au parfum, même s'il connaît plus ou moins la tradition. Et puis il nous demande, mais est-ce que vous pouvez me trouver un groupe de mariachi? Sa masterclass se déroulait 4 heures plus tard, quoi. Et donc on le regarde et on lui dit, si on en trouve un, vous revenez? Et il fait, OK, deal. Et alors, nous forcément, on connaissait déjà tous les groupes de mariachi qu'il y avait. On téléphone à notre groupe de mariachi. Il débarque et effectivement le soir même avec sa masterclass, donc ça loupe pas, il y a 2000 personnes qui se lèvent devant lui, ils l'applaudissent et puis ils arrivent au moment une chanson et il y a le présentateur qui fait semblant d'être un petit peu gêné en me disant écoutez, c'est le mec qui vient de gagner les Oscars, on peut pas faire ça, non, les mecs, exagérez pas, quoi. Et là, t'as Del Toro qui regarde backstage et qui fait Vamonos, cabron! Et là, tout d'un coup, t'as les mariachis qui arrivent sur scène et il se met à chanter avec les mariachis pendant 5 minutes. C'était la folie totale. Il s'est retrouvé dans la presse, dans toute la presse belge le lendemain, mais c'était magique, quoi. C'était magique. Oh, wow! Je présume qu'il y a une vidéo sur YouTube de ça à quelque part. Je vais aller faire mes recherches. Ça doit exister. Oui. Oh, la masterclass est là. Tu tapes Del Toro Beef, tu vas voir la chanson. Génial. Tu mets ça sur la playlist, Steve, c'est sûr. Ben oui. Écoute, Jonathan, merci beaucoup. On arrive à la fin de l'épisode. Ça a passé super vite. J'espère vraiment un jour pouvoir retourner au BIF. Est-ce que tu es déjà venu à Fantasia à Montréal? Malheureusement, pas encore. Je sais. Je l'ai promis à Rémi, donc je devrais passer. Mais tu vois, j'ai un petit peu enchaîné les emmerdes parce que j'ai eu le malheur de faire 2 enfants avant le confinement. Puis il y a eu le confinement. Donc voilà, j'approche du bout du tunnel et promis, je viendrai de toute façon, quoi. Ça, c'est clair. Génial. Je présume pas cette année parce qu'encore Fantasia va être hybride, je crois, cette année, mais je présume que l'année prochaine, ça va être venu à la normale. Vous, cette année, le BIF, c'était 100% virtuel. Ouais, on n'a pas eu le choix parce qu'on a préparé 2 festivals en un, mais on a eu la confirmation qu'on était obligé de basculer online à 1 mois du début du festival. Donc on a dû cravacher, mais comme des malades pour tenir l'édition, parce que forcément, enfin, vous le savez, à partir du moment où vous faites une édition online, il y a pas mal de films qui tombent, notamment des films distribués, parce qu'ils refusent d'être en streaming. On avait un line-up de 75 films, et puis on en a eu 48 au final. Et de toute façon, il fallait déjà diminuer le nombre en fonction de ce qu'on voulait et de ce qu'on pouvait faire, quoi. Donc voilà, c'est la première fois qu'on le fait online et c'est la dernière fois qu'on le fait online. Ça, c'est clair et net. Parce que habituellement, combien de films que le BIF va passer durant le festival comparé au nombre que vous avez passé cette année en virtuel? Le double, on est d'habitude aux environs de 100 films, 100 longs métrages, plus encore les courts métrages. Donc puis comme on parlait tantôt aussi, l'ambiance, on ne peut pas recréer ça en virtuel. Non, surtout que le BIF est justement populaire à cause de ce genre d'ambiance-là. C'est vraiment pas la même expérience. Puis je comprends pourquoi tu ne veux plus le faire virtuellement. Ben, de toute façon, la COVID, là, on va pouvoir bientôt parler de ça au passé. Là. Ouais. La COVID, d'accord, mais les prochaines pandémies, elles arrivent aussi. Hein. Non, on ne parle pas de ça. On parle de ça dans 100 ans. Là, on parle du changement climatique maintenant. Ouais, mais c'est marrant parce que franchement, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à aller se foutre un petit peu de la gueule du cinéma de genre, mais si vous regardez, ça fait quand même 15 ans que le cinéma de genre alerte le monde entier sur les différentes catastrophes qui peuvent survenir. Hein. Le survivalisme, l'holocauste nucléaire, les pandémies, le cinoche fantastique les a toutes faites. Hein. Name one, elles sont toutes là. Est-ce que tu penses nous, on a même
Ah, excuse-moi. C'est Moi, je chiant. pensais- Ah ouais, le C'est décalage. C'est chiant ce décalage. Ouais. Non, C'est je donc est-ce que chiant. tu penses qu'on est mieux préparé? Bah, il y a une étude qui est sortie comme quoi, effectivement, ceux qui bouffent du film d'horreur matin, midi et soir seraient mieux préparés. Je pense pas que c'est une question de préparation. Je crois qu'on est juste blasé, quoi. On a l'impression de revoir un film qu'on a vu la veille. C'est aussi simple que ça. Mais nous, on avait fait notamment on avait fait une masterclass qui s'appelait Apocalypse, mon chou, où on partait du principe que vu que de toute façon tout le monde se contrefout du réchauffement climatique et de préserver la Terre, bah tiens, comme on va crever tous, quel serait le meilleur scénario, enfin quels seraient les différents scénarios plausibles afin d'en tirer un film avant de crever la gueule ouverte, quoi. Et donc on a fait cette masterclass avec des scientifiques et avec des scénaristes. C'était une façon, voilà, de parler un petit peu de ce problème global, mais sous un biais un petit peu plus fun, quoi. Wow, ça devait être très intéressant. Écoute, merci Jonathan, on est rendu à la fin de notre épisode, on a vraiment plus de temps. Merci d'avoir accepté notre invitation. Désolé pour le petit décalage que nous avons, et on parle du décalage Internet et non le 6 heures qu'on a de décalage dans la vraie vie. Donc, je prends 2 petites secondes pour remercier les bières philosophales, tous nos partenaires qui nous aident à toutes les semaines à mettre ce petit podcast ou vodcast ou show de TV, whatever, sur les internets. Merci beaucoup. On est sur YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google, Spotify. On est partout et comme à l'habitude, je vais laisser le mot de la fin à El Zamblar que Jonathan a bien nommé le spam de notre émission. Donc, Zamblar, oui, merci. Alors, pour le mot de la fin, écoutez, déjà, dire merci à Jonathan, dont je ne dirai pas le nom, sinon il va croire que je me fous de sa gueule. Même si j'ai pas réussi à interférer avec lui à cause de ce petit décalage, c'est pas grave. Je le remercie parce que c'était très intéressant tout ce qu'il nous a dit. Et je vais pas vous raconter une blague aujourd'hui. Non, c'est en hommage plutôt à ce qu'on disait tout à l'heure sur le doublage, avec le grand détournement que vous ne connaissez pas ici présentement, mais que Jonathan connaît bien. Je ne dirai juste qu'une chose. Adieu, monde de merde.